Tandis que les cloches de Saint-Pierre continuent de carillonner, manifestant à toute la ville la joie de l'église. Le pape poursuit ce parcours en papamobile. Il faut savoir qu'il y a là évidemment tous ceux venus pour l'occasion, mais aussi ceux venus à Rome pour le jubilé des confréries qui étaient planifiés précisément ces jours-ci, et on les a vus très nombreux depuis 2 jours auprès des basiliques majeures faisant leur pèlerinage jubilaire et dans les rues de Rome. On peut saluer notamment les confréries corses venues nombreuses. Voici au bout de l'avenue le demi-tour du pape qui va maintenant remonter vers la basilique. Alors de fait, les célébrations d'inauguration du ministère pétrinien, je vous le disais, ne se sont pas toujours déroulées comme cela sera le cas aujourd'hui. Jusqu'à Jean-Paul Ier, on parlait d'intronisation ou de couronnement du pape. Et puis, il faut savoir que auparavant, du 4e jusqu'au 13e siècle à peu près, les papes résidaient au Latran, la cathédrale de l'évêque de Rome, et la cérémonie d'inauguration se déroulait précisément dans la basilique Saint-Jean de Latran. Et c'est en revenant à Rome, après Avignon, que le pape trouve les bâtiments du Latran tout à fait délabrés au XIVe siècle et qu'il va décider de s'installer au Vatican. Mais la basilique Saint-Jean de Latran, c'est toujours la cathédrale du pape, et c'est pour cela qu'il y aura, après la messe d'aujourd'hui, au long de cette semaine, d'autres rendez-vous, notamment la prise de possession du siège épiscopal de Saint-Jean de Latran, celui de l'évêque de Rome. Léon XIV s'assiera sur la cathèdre de l'évêque de Rome, devenant un... Et puis il y aura également une visite dans les 2 autres basiliques pontificales de Rome, visite à Saint-Paul-hors-les-Murs, qui évidemment est très signifiante dans la perspective missionnaire que Léon XIV a évoquée dès le début de son pontificat. Et puis à Sainte-Marie Majeure, au lieu de la spiritualité mariale, où l'on vénère cette icône de la Salus Populi Romani, patronne de la ville, et où, vous le savez, est enterré désormais le pape François. Du reste, Léon XIV s'est déjà rendu à Sainte-Marie Majeure quelques temps après son élection pour aller prier sur la tombe de son prédécesseur et devant l'icône de la Vierge. C'est donc ce dimanche 18 mai qui a été choisi pour cette messe d'inauguration du ministère pétrinien. Un pape qui a déjà beaucoup parlé de la paix et qui a été élu le 8 mai, ce qui pour nous autres Européens évidemment a du sens. On se souvient que l'inauguration du ministère pétrinien de François était un 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, gardien de l'Église. Aujourd'hui, 18 mai, nous sommes le 5e dimanche de Pâques. C'est aussi, par un clin d'œil du calendrier, l'anniversaire de naissance de Saint Jean-Paul II, né le 18 mai 1920. Est mort il y a tout juste 20 ans, en 2005. Et puis au calendrier, on fête le 18 mai Saint Éric, roi de Suède, tué en haine de la foi, mais aussi Saint Jean Ier, pape, mort en 526. Il a été le 53e évêque de Rome, premier pape à s'être rendu à Constantinople durant son pontificat. Et là aussi, c'est un petit clin d'œil en cette année où l'on fête le 1700e anniversaire du concile de Nicée et où, bien ce matin, participe
à la célébration quelques 150 représentants des différentes églises chrétiennes, au premier rang desquelles le patriarche Bartholoméos, patriarche écuménique de Constantinople. Le pape Léon XIV qui a confié que la visite prévue pour son prédécesseur à Nicée pour marquer ce 1700e anniversaire était remise à l'étude et donc devrait se faire. Vous voyez sur les tribunes de presse installées depuis les funérailles du pape François, des journalistes du monde entier, toujours aussi nombreux. Ils furent plus de 6000 à être accrédités tout au long de cette période, ce qui manifeste aussi un intérêt planétaire pour l'Église, de même que le nombre et la qualité des représentants internationaux qui sont là. On se souvient qu'il y en avait plus de 160 pour les funérailles de François. Il y en avait eu 132 le jour de l'inauguration de son ministère pétrinien. Quelques 150 sont annoncés ce matin, au premier rang desquels, bien entendu, les représentants des États-Unis et du Pérou, les deux nationalités du pape, et cela va de soi, de l'Italie, qui accueille l'évêque de Rome. Les États-Unis représentés par le vice-président J.D. Vance, de confession catholique, qui effectue sa deuxième visite au Vatican après son séjour récent au cours du week-end pascal. Il y a là aussi le secrétaire d'État américain, également catholique, Marco Rubio. Et puis le Pérou, voilà le deuxième bébé. Le Pérou, pays dont le pape détient la nationalité depuis 2015 et où il a été missionnaire à la fois comme prêtre et comme évêque, est représenté par la présidente Dina Boluarte. Un contexte de forte tension politique dans le pays l'avait empêché de participer aux obsèques du pape François. Le Parlement péruvien avait mis un veto à ce voyage. Cette fois, elle a décidé d'associer les têtes du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire à son déplacement pour obtenir le consensus de la classe politique. Et le Parlement péruvien a finalement donné son accord. Et puis il y a de nombreuses autres délégations. Bien sûr, je vous le disais, les Italiens au premier rang desquels le président Sergio Mattarella et la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Présence notable du président israélien Isaac Herzog, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une nouvelle occasion pour lui de contacts internationaux. On se souvient de sa rencontre avec Donald Trump en marge des obsèques du pape François. Le président de la Pologne est là également, Andrzej Duda. Bien que l'élection présidentielle se tienne aujourd'hui en Pologne, mais il ne se représente pas, arrivé au terme de 2 quinquennats. Il y a également là plusieurs représentants des monarchies. Le roi des Belges, Philippe, et son épouse, la reine Mathilde. La reine Maxima des Pays-Bas. Le roi d'Espagne, Felipe, et son épouse, la reine Laetitia. La famille royale britannique a annoncé être représentée par le prince Edward. La Suède par la princesse Victoria.
puis beaucoup d'autres représentants. Le nouveau Premier ministre du Canada, Mark Carney. Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre australien Anthony Albanese, le président argentin Javier Milei, également annoncé comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dans les souverains régnants, il y a donc Andorre, la Belgique, les Émirats arabes unis, l'Espagne, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco et les Pays-Bas. Les chefs d'État d'Albanie, d'Antigua et Barbade, d'Arménie, de Colombie, d'Équateur, du Gabon, de Géorgie, de Hongrie, l'Irlande, je vous le disais, Israël. Joseph Aoun est là également, de même que le président de Lituanie, celui du Nigeria, du Paraguay, de Pologne, on l'a dit, du Portugal, de San Marin, de la Slovaquie, de la Suisse, du Togo, de l'Ukraine. Et de nombreux princes ou princesses héréditaires et de nombreux chefs de gouvernement, parmi lesquels Bart de Wever pour la Belgique et puis vous le savez pour la France, François Bayrou, Premier ministre, accompagné d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, et de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, avec bien sûr l'ambassadrice de France près le Saint-Siège, Florence Mangin, le Premier ministre du Luxembourg est là également. Puis d'autres pays ont envoyé leurs ambassadeurs ou de hautes personnalités des autorités civiles. Voilà le pape Léon XIV qui va maintenant gagner la sacristie pour se préparer à cette célébration que nous allons vivre. Alors évidemment, célébration un peu particulière